Voici le tout nouveau ZV-E1 annoncé par Sony il y a quelques minutes. C'est le fleuron de la gamme ZV, donc on est au-dessus du ZV-E10 et vous allez voir que sur le papier, il y a énormément de promesses. Capteur plein format du Sony A7S III, stabilisé et tutti quanti. Technologie dérivée de la Ster 5 avec la puce dédiée à l'IA. On a déjà de la 4K 50, sans crop, en 10 bits 422 et on nous promet de la 4K 100 via une mise à jour en juin. Le tout dans un form factor et un poids plus léger que la 7C et surtout à un prix assez déroutant puisqu'il est 100 € moins cher que la 7 IV à 2699 €. Wow, ok. Alors avant de vous jeter sur les précommandes via le lien en description, je vous propose qu'on lui fasse passer le gros bench, une série de 10 tests point de contrôle pour savoir si, oui ou non, ce boîtier est fait pour vous. Voilà, et comme d'habitude, hein, sans langue de bois. Ça, faut pas le faire. Premier point, on va parler de l'ergonomie, des boutons, de ce qui change par rapport à la 7C ou à un A7 IV. Hein. Vraiment, ça va être les deux éléments de comparaison. Déjà, on a une prise en main qui est complètement meilleure qu'un A7C puisque la griffe est un petit peu plus renforcée, mais on n'est pas du tout dans une prise en main aussi agréable qu'un A7 IV. Déjà parce qu'il manque une molette avant. On n'a pas de joystick arrière. Au niveau des connectiques et des ports, on est sur de la carte SD. On est sur du micro HDMI. On a une grille qui a été déportée pour laisser place à ce micro triple capsule. On a le bouton switch ici qui est quand même beaucoup plus agréable que du ZV-E10. Le bouton qui permet de zoomer avec un petit objectif comme le 16-35 motorisé, c'est plutôt pratique. Bouton rec, etc. On a l'essentiel. L'écran tactile, c'est le même, hein, qu'ils réutilisent depuis maintenant des années. Ils n'ont toujours pas évolué par rapport à ça. Et surtout, la charnière, elle est toujours aussi fragile. Par exemple, sur la 7S III, on a quelque chose qui est... qui commence à être un peu branlant, quoi. C'est pas super durable. Il n'a pas non plus de viseur. Alors moi, ça me dérange pas parce qu'on est sur un produit vraiment orienté vidéo, mais c'est pour ça qu'effectivement, il est devenu le nouveau boîtier plein format avec capteur stabilisé, le plus petit au monde devant la 7C. Alors, est-ce qu'il passe ce point de contrôle? Pour moi, vraiment, mais de justesse. Parce que je pense que la promesse de ce boîtier n'est pas de concurrencer la FX3 et ils sont obligés de faire des choix. Mais la prochaine fois, s'il vous plaît, Sony, mettez au moins un joystick et une roue crantée devant. Franchement, le micro HDMI, pas de sortie en RAW, ça je pense qu'il y a 3% ou 4% des gens que ça va vraiment intéresser. Là, on a quelque chose de compact, de léger, une meilleure prise en main que la 7C. Pour moi, ça passe, mais de justesse. Au niveau de la technologie à l'intérieur, capteur, processeur et tutti quanti, il y a ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle chez Sony. Donc, capteur de la 7S III, on sait que c'est la meilleure montée en ISO du marché. On a ce fameux palier double ISO à 12800 comme la 7S III et ça fait plaisir. On a la technologie de la 7R5 qui vaut 4700 € à l'intérieur. C'est le deuxième boîtier à l'avoir. Personne d'autre ne l'a. Au niveau de l'IA et on verra au niveau de l'autofocus, ça marche très bien. On a le double processeur Bionzi XR qui équipe l'Alpha One. Donc, niveau technologie inside, c'est ok pour moi, ça passe nickel. Troisième étape, la couleur, c'est hyper important pour moi d'avoir les bonnes couleurs quand tu prends des photos ou des vidéos. Et là, on a la Color Science de la 7S III. Ce n'est pas la même que la Ster 5, l'Alpha One et la 7 IV qui ont un ISO natif de 800 versus 640. Mais la couleur pour moi, elle est vraiment kiff. L'Alpha One tire un peu plus sur le magenta, mais moi j'aime beaucoup les couleurs Sony, je trouve que c'est ultra fidèle. On peut faire du S-Cinétone, on peut faire du S-Log 3, on peut même mettre nos luttes personnalisées à l'intérieur pour les prévisualiser ou même les lier à nos fichiers pour avoir des rendus déjà définitifs quand on les sort. Et si je vous mets en comparaison la 7C, vous voyez que les anciennes versions ont pris un coup dans la gueule monstrueux. Franchement, je sais pas comment on a fait pour pas s'en rendre compte avant, mais là, pour le coup, c'est validé. Quatrième étape, l'autofocus, et là je vais pas y aller par quatre chemins, c'est validé. Hein. Vous avez toute la technologie de la Ster 5 avec la détection des humains, des animaux, des oiseaux, mais aussi des insectes, des voitures, des trains, des avions. Et autant vous dire que ça marche très bien. Ils ont même mis à jour la Ster 5 après mon test, mais je vous le mets en description si jamais vous voulez avoir plus de précision. C'est assez bluffant et franchement, voilà, on valide et on passe à l'étape d'après. Cinquième critère, la vidéo, et là c'est le plus gros morceau. On nous annonce de la 4K 50 images par seconde en All Intra 422 10 bits à 500 mégabits par seconde. Oui messieurs dames, ça passe sur une carte SD type V90, donc la Sony TUF G par exemple, et c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas besoin d'acheter des cartes CF Express de type A qui coûtent une blinde, je sais plus où elles sont. Mais ça a des désavantages, je vous en parlerai juste après. On a aussi de la 4K 50 en H265 avec 200 mégabits et une qualité un petit peu équivalente. J'ai comparé la qualité entre la plus basse et la plus haute. À vous de me dire dans les commentaires si vous voyez une grosse différence sur YouTube avec la compression ou si pour vous c'est quand même très similaire.
je vous spoil, c'est quand même très similaire, d'accord? J'ai comparé avec la 7C bien évidemment qui est en 420 8 bits et à 100 mégasecondes, et j'ai comparé aussi avec le S5 II. Je trouve que le S5 II il se démerde plutôt pas mal, hein. On a 150 mégabits en long hop, mais il est plutôt bien géré. Donc est-ce que le All Intra sert à quelque chose? Oui, il y a un petit peu de différence, mais de là à satisfaire 99% du besoin des gens, bah encore une fois, le long hop, il est hyper intéressant. La 4K25 est disponible uniquement en All Intra et en H.264, et la 4K50 est disponible dans tous les modes. Mais oui, comme sur la 7S3, l'Alpha One ou la 7.4, l'H.265 ne propose que de la 4K50. Je sais toujours pas pourquoi. Pas de crop en 4K50 et ça c'est un plaisir versus la 7.4. Et on finit cette partie avec le rolling shutter qui est le même que la 7S3, donc il est très bon. Il est pas aussi bon qu'un Alpha One avec un capteur stacké, mais c'est un des meilleurs du marché compte tenu de ses 12 millions de pixels. Passons à la prochaine étape, le son, et pour cela, on part en vlog. Bon, petit vlog à l'ancienne, non seulement parce que en ce moment je suis piéton, on va aussi et surtout pouvoir tester quelques fonctionnalités. Déjà parce que on a le micro triple directionnel qui provient de la série ZV, comme le ZV1, le ZV1F, le ZV E10. Et là, on se retrouve avec une nouvelle fonctionnalité, le choix de la direction des micros. Salut les filles. Et là, vous avez un mode auto, mais il existe aussi un mode qui capte que l'avant ou que l'arrière, ou toutes les directions. Donc à voir si vous entendez le brouhaha derrière moi, mais là on est en mode auto. On a activé la direction devant, et là normalement on va avoir un super test parce qu'il y a énormément de bruit derrière moi. Donc est-ce que vous m'entendez bien? Par exemple, on est au même endroit mais avec le micro dirigé derrière, et là je pense que vous m'entendez pas du tout, vous entendez juste le bruit des travaux. On a enfin activé le mode omnidirectionnel, voilà, donc normalement là vous entendez tout, stéréo, double surround. Je sais pas lequel je vais préférer, mais en tout cas je vais vite tester le mode auto. Et là c'est le mode auto, donc s'il est pas trop con, il va juste couper le son qui est derrière. Je vais me rapprocher un petit peu pour voir comment il gère ça. Mais normalement ça serait très cool qu'il se focalise devant moi quoi, voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça marche plutôt pas mal. On savait que le micro triple capsule était déjà très bon sur la gamme ZV, mais là le fait de le rendre directionnel, ça lui apporte un plus. Pour moi c'est validé, alors ça nous aspire un tout petit peu la voix, on le sent, mais clairement on voit une vraie différence entre devant et derrière alors qu'on n'a pas un micro canon. Prochaine étape, la stabilisation, et pour ce faire, on y retourne. Bon, je viens d'arriver place Bellecour, je vais passer vite fait chez IPLN récupérer un nouvel objectif, parce qu'il y a des travaux partout, c'est infernal. Putain. Et surtout parce que Sony a innové au niveau de la stabilisation. Et oui, ils ont rajouté le mode dynamique active qui se veut encore plus stable et plus croppé et plus boosté que le mode active de base. Et donc il me faut un deuxième objectif similaire pour le comparer. J'ai envie de le faire avec le 20-70. Sony m'en a envoyé un, il m'en manque un autre. Let's go chez IPLN. Allez. Voilà, donc ça nous permet de tester le ZVE1 versus la 7R5 qui a, je vous rappelle, le nouvel algorithme de stabilisation par rapport à un A7S3 et un A7 IV, et donc de monter un énorme rig, je vous mets une photo, pour faire les tests comparatifs qui arrivent en 20 mm pour voir si ça woggle un petit peu, jusqu'à 70 mm. C'est-à-dire qu'à la base on a standard, ça c'est la stabilisation mécanique du capteur, après on a eu la stabilisation active avec un crop de 11%, et là la dynamique active c'est 30% de crop. Oui, ça commence à faire un peu beaucoup, et pour que vous en rendiez bien compte, on repart en vlog. Alors là le test il est en mode 16 mm, je me vlog vraiment à main levée, sans faire trop gaffe. Voilà, je laisse l'appareil réagir, je crois que je suis sur X. Hop là, plus sur X le Guigui. Et là je suis en mode dynamique active, donc ça a pas mal croppé, toujours à main levée. À voir comment l'appareil réagit, surtout est-ce que la qualité n'est pas trop détériorée. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Après 16 mm, ça serre un peu là, hein, quand même. Si je suis à 35, yes. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins, je vous mets les images d'illustration pendant que je parle. Cette stabilisation dynamique active est clairement monstrueuse dans tous les sens du terme. Avec les mouvements, etc., parfois on arrive limite à du 40% de crop.
et je vous avoue que c'est un peu déroutant, mais par contre ça marche super bien. Si on prend par exemple la 70 mm, la différence elle est claire, nette et précise. La stabilisation dynamique active est bien meilleure que juste la stabilisation dynamique. Après, entre la 7.4, la 7R5, le ZVE1, est-ce qu'il y a le nouvel algorithme ou pas? Je vous laisse me dire dans les commentaires. J'ai pas trouvé qu'il y avait une vraie grosse différence significative, et vous savez que j'aime aller au bout des choses. Du coup j'ai rajouté le S5 II pour voir un petit peu la stabilisation. C'est drôle, franchement ça me fait rire parce que en fait le S5 II versus le ZVE1 en stabilisation active normale, le S5 II met une pilule au ZVE1 hein, clairement, même si ça a tendance à jello. On est à 35 mm et ça jello un petit peu sur les côtés. Attention Panasonic, j'ai fait la mise à jour d'hier, hein, voilà. Me dites pas qu'il y a une mise à jour qui a été faite. Et par contre, quand on passe en dynamique active, effectivement le ZVE1 est bien plus stable que le S5 II. A noter quand même qu'il n'y a pas de stabilisation en 4K 100, mais il y en a en 4K 50 et ça fait plaisir. La stabilisation, c'est validé. Maintenant, on passe à la photo. Ouais, alors non, on va peut-être pas passer trop longtemps sur la photo, c'est pas validé pour moi. Voilà. Vous pouvez prendre des photos avec. Inutile de me dire oui mais il y a 12 millions machin etc. Allez checker cette vidéo parce qu'il y a un youtubeur qui a fait un test 12 millions versus 50 millions de pixels et vous allez voir que les résultats sont étonnants. Pourquoi je dis que ça ne passe pas? C'est parce que on est toujours à 10 images secondes quand un S5 II, un R6 monte entre 30 et 40 images par seconde les gars. Stop, stop, non, il n'y a pas d'excuse là. Arrêtez de brider vos appareils s'il vous plaît. Merci. Donc la photo, c'est non, c'est pas validé. Allez. Suivant. 9e étape, l'innovation. Et là, tenez-vous bien, Sony a encore fait du Sony. C'est-à-dire qu'ils ont innové, ils ont mis des fonctionnalités qu'il n'y a nulle part ailleurs, même pas dans la CR5 qui est sortie il y a quelques mois. On va partir du principe que toutes les technologies qui existent aujourd'hui sur les boîtiers Sony Alpha, le Sony ZVE1, là, du S-Cinetone au Focus Map, en passant par les compensations de breathing. Vous savez, quand on est très proche ici et que vous allez voir sur les côtés, ça bouge. Et bah ça, vous pouvez le compenser. Et comme je disais, il y a des innovations qui n'existent nulle part ailleurs. Premièrement, c'est le recadrage automatique. C'est très simple. Vous allez pouvoir, du bout des doigts, toucher l'écran et donc recadrer sur le sujet de votre choix. Vous allez pouvoir définir la vitesse, la taille du recadrage et surtout, bah, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Et c'est plutôt sympa, mais pour moi, c'est gadget. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au final, vous allez cropper dans l'image. Est-ce que ça vous fait gagner du temps? Oui et non. Dans le sens où, à partir du moment où vous avez un fichier recadré, c'est mort, c'est foutu. Par contre, là où ils ont été intelligents, c'est que vous pouvez le faire en live, enregistrer sur la carte SD les fichiers recadrés et garder en HDMI. C'est pas mal, mais pour moi, ouais, je sais pas à quel moment je vais m'en servir. Deuxième innovation qui est plutôt intéressante et liée à ce recadrage, c'est lors de la stabilisation, vous pouvez décider de recadrer un sujet au milieu. Méga gros crop de 50%, et là on essaye avec l'intelligence artificielle de placer le sujet au milieu et de façon très smooth. Ça m'a un peu surpris. Je l'ai un peu testé à la va-vite parce que je l'ai appris il y a 2 jours, mais honnêtement ça m'a super surpris. Ce qui me dérange encore, c'est qu'on a une perte de qualité et du coup, bah, avec les technologies derrière, on peut peut-être le faire mieux avec du tracking sur After, etc. Pour un débutant, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on est sûr et certain, quand on court derrière quelqu'un, quand on fait un TikTok, etc., que bah, le mec, il est cadré, il est au milieu, et si on a une focale assez large, à 20 mm, et ben vous allez voir que le recadrage est plutôt intéressant. A noter que ça marche à la verticale. Je l'ai testé, le recadrage marche. Troisième innovation plutôt intéressante, c'est le diaphragme qui va s'ajuster en fonction du nombre de personnes dans le champ. Je m'explique, quand vous filmez en mode automatique, si une deuxième personne arrive à côté de vous, eh bien le boîtier va fermer automatiquement le diaph pour le rendre net, même s'il se trouve à 1,5 m derrière vous. Et là, bah ça c'est plutôt intelligent. Ça marche très bien, il y a les ISO qui montent jusqu'à 1600 et on n'a pas forcément de bruit parce qu'on a un capteur 12 millions de pixels. Par contre, on a l'obturateur qui descend à 25e, donc ça peut-être qu'il y a une façon de le stopper à un 50e, je sais pas, mais en tout cas, voilà, sur le papier ça marche bien et pour les débutants c'est très cool. Quatrième innovation technologique, le mode Cinematic Vlog. Pour rester correct, c'est pas très utile. Pour rester pas correct, c'est vraiment nul. Mais c'est nul. Dites-vous qu'ils ont voulu faire un petit peu un mode créatif avec des bandes noires. Donc vous avez une colorimétrie qui se change, vous pouvez mettre des petits effets, etc. Bon, déjà, c'est pas très beau, hein, clairement. En post-prod, bah, vous pouvez plus faire grand-chose. Et surtout, là où c'est clairement, bah non, c'est que les bandes noires, c'est pas un format scope. Non, non, c'est vraiment des bandes noires qui ont été rajoutées. Voilà. Encore une fonctionnalité super pas utile.
Ce n'est que mon avis. Encore une fois, moi j'en vois aucune utilité parce que c'est trop restrictif et surtout ça n'a rien d'un look cinématique, arrêtez. Non, les bandes noires, c'est pas ça en fait. On en reparlera plus tard. Autre nouveauté, et celle-ci elle va ravir les streamers, c'est le mode webcam qui prend un petit peu un level supérieur en accueillant la 4K 25 et la 1080p à 50 images par seconde. Oui, mesdames, messieurs, vous n'aurez plus besoin de boîtier d'acquisition pour streamer. La preuve en images, j'ai enregistré la séquence en 4K 25 directement sur mon ordinateur. On est en stream, on est en live. Dites-moi si la qualité vous plaît. Je pense que oui. Petit bémol cependant quant à la surchauffe, puisque en 4K 25, à partir de 35-40 minutes, le boîtier est complètement on fire. Voilà, donc si jamais vous prévoyez 17 heures de raid sur LoL, filmé en 1080p 25 ou 50 images. Dans tous les cas, 1080p, c'est un petit peu la qualité standard sur YouTube et Twitch. Il n'y en a pas beaucoup qui ont accès en stream 4K. Et puis entre nous, dites-moi si vous aviez vu que j'avais changé de qualité. Non? Bah voilà, 1080p en stream, c'est très bien. Si. Non, fais pas genre, bien évidemment, t'es tombé dans le panneau et je serais tombé aussi avec la compression YouTube, etc. Aujourd'hui, les gars, arrêtez de vouloir filmer en RAW, etc. Même si c'est un kiff, hein, j'adore ça, mais pour des prods pro, pas pour YouTube. On se prend pas trop la tête. Donc, pour moi, c'est un moyen. Voilà. Le mode streaming relève un peu le niveau et c'est pour ça que je mets 0,5 et que je mets pas une croix. Dites-moi en commentaire quel est votre score à la fin. Comme ça, au moins, on peut comparer. C'est le gros bench. Si vous avez un nom mieux, vous me dites. Bon, parlons maintenant du sujet qui fâche et de ce dernier critère qui est la surchauffe. Oui, mesdames, messieurs, je n'ai pas peur de le dire, le ZV1 chauffe beaucoup. This is fine. On va reprendre les mesures ici. 4K 25, long op, pas de surchauffe. Hein, on est tombé à la fin de la batterie. Si j'avais eu une batterie factice, je pense qu'on aurait fait les 3 heures parce qu'il n'y avait pas de témoin. 4K 25 en all intra, 51 minutes 40. Aïe. On passe au 4K 50 et là, selon les codecs, c'est entre 36 et 23 minutes. Mon avis sur ces surchauffes, c'était attendu. Hein, on peut pas faire un truc aussi compact sans que ça chauffe. Même la 7S3 a de la surchauffe. Alors, je sais pas trop quoi vous dire parce que la surchauffe, elle est vraiment quand tu l'utilises en continu. Quand j'ai fait le vlog ou même quand là, je l'ai utilisé, etc. Il a pas surchauffé en utilisation normale en 4K 50. Je comprends mieux pourquoi il n'y a pas de 4K 100. Les ingénieurs, ils se lèvent jusqu'à juin pour trouver une solution parce que sinon, on aurait 8 à 10 minutes de 4K 100 avant la surchauffe. Et ça, je pense que là, tu te prends un énorme four. Et surtout, en all intra, vous ne pouvez pas enregistrer de proxy parce que vous êtes en carte SD et que vous êtes au plafond de la V90. Ce qui nous amène au premier score du gros bench. 7 sur 10. Bon, ok, 7,5 si jamais vous êtes un peu plus sympa que moi. Mais ça reflète bien ce que je pense de ce boîtier. Je vous embête un petit peu avec la surchauffe, hein, parce qu'au final, tout le monde surchauffe dans des fréquences supérieures. Mais là, c'est vrai qu'à 2699 €, on est plutôt bien placé. Hein, 4K 50 sans crop et surtout 4K 100 avec 10% de crop, personne ne le fait en face. Ou alors c'est beaucoup plus cher. Et donc ça m'amène à une note de 7,5, 7 sur 10. Franchement, c'est déjà une très bonne note. Et encore une fois, c'est un bon boîtier. Mais vous me mettez la techno dans un A7 IV avec la 4K 50 sans crop et la 4K 100. Là, vous mettez un killer dans un boîtier qui ne chauffe pas. Et c'est vrai qu'en termes de positionnement, je suis un peu sceptique parce que à côté, on a la FX30 à 2300 €, capteur APS-C qui est sorti il y a quelques mois et qui a aucune des nouvelles technologies qu'il y a dans la gamme ZV. Dommage. Et de l'autre, on a la FX3 sans surchauffe, 4K 100 sans crop, 4K 50, etc., mais à 4700 €. Donc est-ce que 2000 € supplémentaires pour pas avoir de la chauffe ou alors on essaye de mieux filmer avec son boîtier? Plutôt emballé par le produit, effet qui se coule. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi je pense que je vais me le prendre pour remplacer mon A7C parce qu'aujourd'hui c'est vraiment ma caméra de stream et de face cam et ça suffira pas mal. C'est vrai que ergonomiquement parlant, moi j'aime bien avoir pas mal de molettes pour personnaliser et ne serait-ce que même les modes 1, 2, 3 comme je vous disais au début. Bref, comme d'habitude, si jamais ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je retourne à essayer de faire des vidéos à l'heure. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, la bise!